RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Chers amis auditrices et auditeurs, bien le bonjour. Quelle joie de... Bonjour. Quelle joie de vous retrouver par cette météo maussade. Et oui, mais pour nous mettre le soleil dans nos cœurs, vous qui écoutez fidèlement notre belle émission Le Son des Bulles, émission 100% dédiée à la bande dessinée, à ses auteurs, ses salons, ses événements, sur RCN 90.7. Un jeudi par mois à 18h, en replay sur rcn-radio.org ou en podcast sur YouTube ou sur Facebook. Le Son des Bulles RCN. Voilà qui est dit. Facebook, c'est comme mes initiales, c'est pour ça. Bon, le tout en apnée. Bon, l'équipe du jour est présente et bien présente, j'imagine, et dans les starting blocks. Donc, commençons par Francine, notre cahier de la BD préférée, celle qui sait toute l'actualité BD-tesque. Bonjour à tous. Bonjour Francine. Et puis notre revue dessinée à nous, celui qui a plusieurs reprises à dessiner l'actualité, notamment avec son putain de virus, Charles. Bonjour. Bonjour Charles. Et puis notre fantastique à nous, avec un K, mais majuscule le K parce qu'il le mérite, le grand David. Oh. Voilà, aujourd'hui, sur ma chaise, je suis petit. Hein. On fera du montage avec les vidéos. Ça s'entend pas, tu sais que t'es petit. Ça va, okay, bon. Et puis aussi, n'oublions jamais, celui qui derrière sa console nous règle un son parfait au décibel près pour nous éviter l'écho des savanes. Oui. Bien joué. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Elle est bonne la Madeleine? Pas de Proust. Et l'immanquable duo qui connaît la différence entre DBD et CBD. Voici les guélurons et belles lurettes de l'émission, Olivier et Françoise. Ouais, super. J'allais pas l'oublier. Et puis, bonjour aussi à Morad. Bonjour Morad. Bonjour Morad. Bonjour à tous. Morad qu'on invite parce que tu as sorti, on va se tutoyer, Oui. récemment, on a à peu près le même âge, récemment tu as sorti un album BD qui s'appelle Yin Yin et Bao. Tout à fait. Alors, on va en parler de Yin Yin et Bao. Eh ben oui, N'est-ce pas David? Oui, tout à fait. Alors donc, aux éditions Philactère, hein, c'est donc le dernier petit né de l'association Maison d'édition Philactère, avec Morad aux commandes. Alors, Morad fait partie de l'association depuis un bon bout de temps, hein, maintenant. Ouais. Donc, 2006. Depuis 2006. Donc, il est partenaire sur de nombreux autres projets. Alors, on va revenir à Yin Bao, bien sûr, mais on va retracer un petit peu le parcours de Morad à travers donc, le Non-Cid magazine, dans lequel il avait déjà démarré quelques petites planches de Yin Bao à ses tout débuts. Hein. C'est ça. Ouais. Des collaborations également dans VHB, la série VHB donc par Le Corst. Ouais. Et puis plus récemment, donc le dernier ouvrage, c'était le spécial western où tu avais fait quelques pages sympathiques en noir et blanc. Mais là aujourd'hui, c'est toi, c'est ton album. Alors, C'est ça. est-ce que tu peux nous en dire plus? J'espère. Question très ouverte, je dirais. Très ouverte. nous en Je sais parler. pas, je commence par quoi du coup? Ça raconte quoi Yin Voilà, Yin et ça Bao? raconte quoi? Yin et Bao, ça raconte l'histoire donc ça raconte l'histoire de. Enfin, c'est une histoire qui se passe dans un continent imaginaire qui est inspiré de l'Asie, qui s'appelle donc Taichen. Je suis assez près, ça va, on peut Oui, parler. ça va bien. Et donc c'est l'histoire d'une employée de restaurant, donc Yin Yin, qui va être embarquée dans une aventure avec Bao, qui est un moine panda guerrier. En fait, il a été transformé, il a reçu un sort par le passé. Et donc Bao, il traque ce qu'on appelle les Moshu, ces espèces de créatures sauvages incontrôlables créées par un sorcier maléfique. Des créatures sombres. C'est ça. Et du coup, en fait, ces deux personnages-là, donc Yin Yin et Bao, qui sont des personnages très différents et qui ont des caractères très différents, vont unir leurs forces pour vaincre ces ennemis-là. Yin Yin va profiter de l'occasion pour voyager, et, vu que c'est une gastronome, en fait, pour goûter plein de plats à travers le continent. Donc c'est Voilà. culinaire en même temps. C'est en même temps culinaire, il y a pas mal d'actions, et donc, en fait, Yin Yin sert aussi de seul lien avec l'humanité pour Bao, en fait, qui est en train de devenir plus ou moins monstrueux, en fait. D'accord, il va glisser vers les Moshu. Alors, donc, les Moshu, c'est typiquement de l'univers un peu du folklore japonais. Enfin, J'ai inventé, en fait, mais c'est inspiré un peu D'accord. du folklore japonais. Ça peut être inspiré des... comment on appelle ça? Le terme ne me revient plus. Les yokai. Les yokai, en fait. d'accord. Espèce de Des créatures. espèces de démons un peu... C'est ça. D'accord. Donc c'est un manga. C'est un manga, on peut dire, un manga en couleur, ou alors une BD d'inspiration manga. D'accord. Parce que toi, tu es auteur français, enfin, donc du coup, tu as été biberonné, je dirais, à toutes les animés qu'on a pu voir dans notre jeunesse. Donc c'est sûr que tu es moins sur le franco-belge. Donc là, c'est clairement du manga avec... Oui. Alors, comment t'es venu un petit peu l'inspiration aussi de ça? Enfin,
toute la maturation sur 10 ans comme ça, c'est assez fou quand même. Je vais avoir besoin de me moucher, je crois, mais... c'est un mochou, c'est ça? Donc oui, c'est ça, pour se moucher. J'ai rêvé. Alors sur l'inspiration, on voit un peu quand même... Moi, il y a des personnages, là, par exemple, Yin, ça me fait penser un peu à Bulma. Voilà. Elle peut y faire penser, pardon. Il y a une forte inspiration, donc Toriyama, donc Dragon Ball. C'est avec ça que j'ai grandi. Tous les auteurs un peu de cette époque-là, donc tous les grands... Début des années 80 jusqu'à milieu des années 90. D'accord. J'ai eu droit à vraiment une... J'étais formé comme ça, quoi. Chevalier du Zodiac, etc. Toute la batterie, d'accord. Du coup, sur quoi on peut rebondir? Pourquoi un panda? Alors pourquoi un panda? À l'origine, on avait sorti donc cette histoire-là, on avait en tête l'idée de sortir un Nancy spécial tout public, spécial enfant. Voilà. Alors c'était le tout premier sur cette thématique-là qu'on avait prévu, c'était le Nancy 13 je crois. Oui 13 et puis après Et finalement on a changé un peu de thématique et moi je m'étais dit qu'est-ce que je peux faire pour des enfants? Et je m'étais dit je vais faire une histoire avec un panda qui fait des arts martiaux. Je précise que l'idée est venue un petit peu avant qu'on commence à parler de Kung Fu Panda. Je le précise. Oui. Ah, c'est eux qu'on copié. Non, je pense qu'on a eu l'idée en même temps en fait. Mais après Pandi Panda de Chantal Goya. Aussi. Ouais. Entre les deux. Et mon panda s'inspire aussi beaucoup d'un dessin animé qui est passé dans les années 90 qui s'appelait Ranma 1/2, où il y avait donc le père de famille qui pouvait se transformer en panda. Voilà, d'accord, petit hommage du coup. C'est ça. L'inspiration elle vient plutôt de là. En fait. Très bien. Et pour info, Coppola il a mis 40 ans pour faire son dernier film, et toi t'as mis combien de temps pour faire ta BD? J'ai mis une dizaine d'années. Alors, il me semblait bien qu'il y avait de ça. Oui. Alors, une dizaine d'années, mais pas à temps plein parce que c'est pas ton métier. C'est ça. Pas à temps plein parce que à côté de ça, du coup, ma occupation principale, je dirais, c'est donc je suis enseignant d'art plastique au collège depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, quand j'ai commencé ce projet-là, j'étais déjà enseignant. D'accord. Alors, est-ce que tu en fais bénéficier un petit peu, est-ce que tu fais rentrer un peu la bande dessinée à l'école, j'ai envie de dire? Est-ce que tu essayes d'introniser un petit peu cet art auprès des élèves pour peut-être susciter des intérêts? Oui. Alors, souvent, quand je donne sur certains sujets où je laisse pas mal de liberté, les élèves vont justement aller dans cette direction un peu de la BD et du manga par eux-mêmes. D'accord. Et assez régulièrement, je donne des sujets, en tout cas pour chaque niveau, quasiment, il y a un sujet qui se rapproche de la thématique de l'art séquentiel ou de la BD de manière générale. D'accord, ok, super, super, très bien. Au contraire, bref. D'accord, donc alors le public, on va dire, parce que peut-être, tu dis tout public, mais du coup peut-être tu as quand même une gamme d'âge vers qui ça s'oriente. Je me suis rendu compte au livre sur la place que c'était beaucoup des personnes, des jeunes gens entre 10 ans, je dirais, et 15 ans. 10 et 15 ans, ok. Qui étaient intéressés. D'accord. Et après, ça peut correspondre à pas mal de jeunes adultes aussi. Ça peut être ouvert, oui, d'accord. Voilà. Après, c'est agréable à lire pour moi, qui n'ai pas été baignée dans la culture manga quand j'étais petite. C'était plutôt dans la pierre et le... pierre et le loup. Voilà, mais il y a des cases qui sont là, parce que des fois, les mangas, il y a les dessins qui s'imbriquent et tout, alors que là, c'est vraiment des cases les unes après les autres, comme une BD dont moi, j'ai plus l'habitude. D'un point de vue structure, effectivement, ça peut plus faire penser à une bande dessinée avec vraiment les bandes. Et puis on respecte le sens de lecture traditionnel. C'est ça. Et non pas. J'ai vraiment pris la direction de la BD un peu franco-belge pour la présentation de manière générale. Au niveau du nombre de cases, dans des mangas, on a beaucoup moins de cases par page en règle générale. Alors que là, c'est quand même. C'est presque un format comics, presque une espèce de mix format comics. Un peu à mi-chemin là, quand même. Le fait que ce soit en couleur aussi, les mangas généralement sont en noir et blanc. On est un petit peu à mi-chemin avec le comics et puis le manga. On brasse les codes. On brasse les codes. C'est pas mal. On embrasse les codes. Il y a une contrepétrie là? Non. Et on brosse les cadres. On n'est pas loin. Mais 10 ans, alors comme on dit, c'est pas à temps plein. Mais comment on tient le fil sur 10 ans? Parce que l'histoire, tu l'as sans doute depuis le départ, mais à un moment donné, ça s'use un peu ou comment? Alors, j'avais déjà l'histoire depuis le début, je savais un peu où est-ce que j'allais quand même. Et ce qui a vraiment redonné un peu d'énergie à chaque fois, tous les ans, parce qu'en fait, je me suis mis à sortir une dizaine de pages chaque année, c'est notre revue Nancy, justement. On avait une échéance et il fallait sortir nos 10 pages. Et je me suis toujours arrangé pour qu'à la fin d'une dizaine de pages, on tombe toujours sur une scène où on a envie de voir la suite. Je ne sais pas où est la caméra, mais voilà, où on termine par exemple sur une case là où on ne sait pas trop ce qui va se passer après. C'était l'idée. Ça. Et donc du coup, tu es revenu, tu m'avais dit, à un moment donné, parce que effectivement, 10 ans de création, le style évolue. Le style évolue, la colorimétrie, ta maîtrise de certains logiciels aussi. Et tu as fait part, donc tu es revenu sur les premières planches de l'album avant de le sortir, c'est ça? Ouais, notamment les 5 premières pages qui correspondent, plus une première une 6e que j'ai rajoutée tout au début,
mais qui correspondent au one-shot que j'avais sorti à l'origine dans le tout premier Nancy sur les histoires à suivre. D'accord. Donc t'es revenu dessus au dessin, à la couleur, surtout dessin, à la couleur j'ai refait aussi, mais c'est les mêmes teintes. D'accord. Et il y a certaines cases qui ont été carrément repensées pour être plus dynamiques. D'accord, ok. T'as eu un œil nouveau, disons, sur ton travail. J'ai revu aussi les dialogues pour le premier, parce qu'au départ, vu que c'était un one-shot, j'avais, au niveau de l'histoire, je voulais que ça amène à imaginer des choses, vu qu'on n'aurait pas la suite de l'histoire. D'accord. Alors que là, finalement, vu que je savais ce qui allait se passer après en détail, j'ai orienté pour que le lecteur soit prêt à lire la suite, et qu'il ait envie de lire la suite. Donc, Malin. Et cette partie de scénarisation, t'es prof d'art plastique, oui. Il n'y a pas la scénarisation qui n'existe pas. Cette partie-là, tu l'as appris comment? Je ne l'ai pas apprise du tout. Je m'inspire un peu de ce que je me suis inspiré un peu de ce que j'ai pu lire étant plus jeune. Et puis surtout, alors dans ce projet-là, j'ai tout géré de A à Z, aussi bien le dessin, le scénario, la couleur, mais j'ai toujours été épaulé par mes confrères de Philactère. C'est important, qui j'ai fait part de mes projets et qui m'ont toujours donné des directions, des idées, des petits coups de main. Ouais, tout à fait, ouais. Charles, on voit là tes albums qui sont dessous. Oui. Et celui-là, donc il y a une espèce de... c'est plus du tout les mêmes techniques. C'est-à-dire que, là, c'est traitement par ordinateur. Là, c'est, si tu veux, les premières BD, les premiers dessins de BD que j'ai vus, justement, je parlais de Claude Dubois. Il faisait son dessin, tu sais, sur une page et les couleurs au dos. C'était... Ah oui. Bah oui, parce que il fallait que tu aies l'empreinte en noir et blanc, tu sais, et donc c'était des quadricomies. Donc il faisait d'abord le tirage couleur, il y avait tout un processus, et après tu avais le tirage au noir en dernier, qui était... mais c'était un boulot de fou, quoi, tu vois, c'était... Il fallait que ce soit bien aligné et tout, sinon ça faisait des... Il travaillait au bleu. Et donc, dans les années 70, j'avais été employé dans une agence de pub, si tu veux, on faisait des catalogues. Et là, les couleurs étaient calculées avec des trames. Ah oui. Alors, suivant l'angle que tu donnais à ta trame, ça donnait plus ou moins de fond. Enfin, c'était un boulot de fou, quoi. C'est-à-dire que, donc, toi, tu t'appliquais à faire un beau vert, et l'impression, ça te faisait du violet. Tu vois, c'était vraiment... non, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est vraiment... Et c'est le genre d'album que tu t'échangerais en cours de récré à une époque? Ah bah ça, c'est l'autre... Je vous en parlais après. Si tu veux, parce que les ouvrages comme ça, si tu veux, dans les années... au siècle dernier, dans ma jeunesse, ça n'existait pas. Donc, c'était des magazines. Et il y avait un tas de magazines, on en parlera. Donc, comme on ne pouvait pas les acheter, chacun devait acheter un magazine. Et c'était les discussions âpres dans la cour de récréation pour savoir si un Blake Larocque valait un Tarou Artiva ou c'était, tu vois... maintenant, peut-être qu'on va retrouver... Il y avait une cote... c'est ça. Le 440 à côté, c'est de la rigolade. Peut-être qu'on va retrouver ça dans les cours de récré. On va savoir peut-être que tes élèves... Est-ce qu'on peut trouver cette BD? Oui. Alors, on va pouvoir le trouver sur le site de l'association, philactère-bd.fr. On peut déjà le trouver donc, sur le catalogue en ligne. On aura aussi en dépôt à la parenthèse, certainement, et puis à Plus belle les bulles. Donc, on aura d'autres petits publics. Super. On a eu un bon écho, comme déjà au Livre sur la place, donc ça c'était plutôt super. On a 40 ouvrages qui sont partis très vite. Et là, dans pas longtemps, il y aura Saint-Malo. Donc Saint-Malo, on va retrouver Morad, un gros festival où il va... les pieds dans l'eau. Il va apprendre ce que c'est que de dédicacer à outrance. Ouais. Donc là, c'est aussi une autre énergie qui va il la connaît déjà, mais là, c'est défendre son album, ça va être un moment précieux. La prochaine histoire est déjà en gestation ou pas? Alors, pour le moment, je ne peux pas trop en parler, mais effectivement, pour les quelques personnes qui m'ont déjà fait un retour sur cette histoire-là, alors, il y a une fin qui est un petit peu ouverte et qui laisse la possibilité éventuellement une suite. On m'a questionné s'il y aurait une suite. Mais en l'état, en l'état, il peut se lire de A à Z. C'est une fin, c'est un one-shot. Okay. Voilà. Mais il y aura peut-être, dans longtemps, on verra une possibilité de faire une suite. Sinon, on peut imaginer peut-être la prochaine, un homme et une femme girafe, pourquoi pas. Voilà, tant qu'à faire. L'autre variante. Voilà. Merci tout plein. Super, merci. Tu restes avec nous, puis tu interviens dès que tu veux. C'est assez libre au niveau de la parole. Merci de toutes ces informations, de cet échange. Voilà. Donc, on vit à Morad. Alors, voilà. Du coup, merci beaucoup. Si vous êtes féru de BD, il ne vous aura pas échappé que les présentations de vos chroniqueurs, qu'on a fait tout à l'heure, de façon magistrale, ont fait allusion à des revues qui traitent de la bande dessinée. Et comme par hasard, ce jour, après les Jeux paralympiques et leur succès, nous allons parler de Para-BD.
de revues spécialisées, de catalogues, de fanzines, de tout poil, etc. Ainsi que de la presse plus classique, non spécialisée, qui de plus en plus traite dans ses pages de ce noble art, le 9e, je crois, qu'est la bande dessinée, telle que Beaux-Arts Magazine, la BD à la croisée des médias chez PUF, et il y en a de plus en plus. Et n'oublions pas le numérique aussi, évidemment, avec des sites, des blogs, comme par exemple celui de notre chère Francine, ici présente. Bulle de Dupont. On pourrait parler presque de magazine en ligne avec Bulle de Dupont. Oh, c'est un modeste blog, dirons-nous. Modeste. Rapproche-toi. Oui. Alors, modeste, ça c'est ta modestie à toi. Parce que là, on vous conseille quand même d'aller voir ce blog qui est formidable. Voilà. Alors, justement, Francine, comme tu as la parole. Alors, est-ce que tu voudrais nous parler d'un mensuel ou de quelque chose qui serait sorti il n'y a pas longtemps? Eh bien oui, vous avez prévu de parler de l'histoire justement des revues dessinées. Moi, je préférais pour cette fois-ci parler de l'actualité avec justement le petit dernier des magazines de bande dessinée qui a vu le jour pas plus tard que la semaine dernière. Alors son titre, Charlotte Mensuelle. Ça vous parle? Oui. Alors, on connaissait Charlie. Copieuse. Pourquoi copieuse? Il y avait Charlie Mensuel. Charlie Mensuel, bien sûr. C'était quand même le regretté professeur Cheron, quand même. Et effectivement, Charlotte Mensuel fait référence à Charlie. Mais pourquoi Charlotte? Ah, Charlotte, si, je l'ai lu. Ah, c'était Charlotte dans les Peanuts, dans Charlie Brown. Exactement. Comme Charlie, dans Charlie, ça faisait référence aux Peanuts, avec le personnage de Charlie Brown. Eh bien, Charlotte aussi, c'est un autre personnage des Peanuts. Charlotte Brown, qui va s'écrire B-R-A-U-N. Et qui connut une existence vraiment éphémère et eut un destin tragique, puisqu'après seulement 10 strips, que l'on retrouve d'ailleurs dans ce numéro 1, Charles Schulz la tuera d'un coup de hache le 5 janvier 1955, suite à un référendum auprès de ses lecteurs qui supportaient mal son côté grande gueule. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors voilà, c'est l'éditeur et journaliste Vincent Bernière, déjà à l'origine des nouvelles versions des cahiers de la BD, dont vous parlerez certainement, et de Métal Hurlant, ou du moins le revival, l'idée de revival, oui, qui est l'initiateur du projet lancé lors d'une campagne de financement participatif en juin 2024. Alors, il ne faut pas se fier à la petite fille tranquille, dessinée par Chris Ware en couverture. Selon Vincent Bernière, la ligne éditoriale veut suivre celle de Charlie Mensuel, à savoir, je le cite, de la sélection de bandes dessinées de qualité européenne, américaine, de mangas japonais, au sein d'histoires courtes qui peuvent faire partie d'un tout, qui peuvent s'arrêter dans le cadre d'un récit autonome, ou bien de séries à suivre en épisodes. Et on va retrouver, bien entendu, dans Charlotte, l'impertinence et le sens de la provoque de Charlie. Alors, Charlotte Mensuelle paraîtra au rythme de 10 numéros par an. Chaque mois, ce seront environ 100 pages de réédition de comics américains, de mangas et de chroniques. Il ne s'agit pas de prépublication, même si certaines œuvres finiront peut-être par donner lieu à la création d'albums. Alors, au sommaire de ce numéro, donc des anciens et des nouveaux, citons entre autres Chris Ware, qui signe avec le dernier samedi une histoire à épisode, Florence Sestac, Winchlus, Andrea Pazienza, Joe Matt décédé l'an dernier, Passia Vives qui inaugure avec Fécamp une série d'histoires courtes, noires et fantastiques qui se déroule la nuit, série intitulée Histoire d'un soir, donc on retrouvera tous les mois. Alors bien sûr, on va trouver des graphismes différents, on n'adhérera pas forcément à tout. Alors personnellement, la prestation de la jeune autrice coréenne Seozi ne m'a pas convaincue du tout. Mais bon, ça, c'est mon point de vue personnel. On l'a invité la prochaine fois, je crois, non? Non, vous pouvez l'inviter, je lui dirai ce que j'en pense. Bon, moi, le style pipi, caca, je l'ai dépassé depuis longtemps, c'est bon. Surtout quand le dessin est bon. Voilà. Alors, bref, ça, c'est mon point de vue, mais bravo. On est bien dans une revue provocatrice, donc c'est normal qu'il y ait des réactions. Alors, outre la BD, en fin de revue, on va trouver un cahier de 12 pages qui va dévoiler les étranges passions des rédacteurs. Alors, Charlotte Mensuelle est disponible en librairie et en kiosque pour la modique somme de 13,90 € ou par abonnement, 109 € l'année.
À noter que Charlotte Éditions publiera le 16 de ce mois 2 albums en noir et blanc. Le premier, Les derniers jours de Pompeo et le testament graphique du dessinateur italien Andrea Pazienza, décédé d'une overdose en 1988 à l'âge de 32 ans. Journal intime d'un toxicomane dans l'Italie des années 1980. Il condense références pop, conte culture et expérimentation visuelle. Alors pour des raisons liées à la nature très particulière de son travail, évidemment, Pazienza n'a encore jamais été publié en France, à part 2 récits courts dans l'Écho des savanes. Dans le second, ça va vous parler, la vérité sur l'affaire Vives. Vives se met en scène. Après des accusations de diffusion d'images pédopornographiques, il est contraint par la police de suivre un stage de réhabilitation. Problème, personne d'autre que lui ne se présente au stage. Alors, laissons le mot de la fin à Vives. Alors, oui. Tout ce dont j'ai envie, c'est de parler de BD avec des gens qui aiment la BD, de faire de la BD, et je vais éviter de faire des commentaires sur autre chose. Je ne suis pas Panier Vives. Merci, Mafia. Alors, globalement, ça, c'est des choses qui vous intéressent, ça aussi. Mourad, tu es abonné à des revues Je ne suis pas du tout abonné à ce genre de revue, mais je suis très curieux d'y jeter un œil pour le coup. Pardon, je ne suis pas du tout abonné à ce genre de revue, mais je suis très curieux d'y jeter un œil, notamment pour la diversité. Ah oui, tout à fait. Voilà. Je regarderai avec plaisir. Mais ça fait quand même un peu auberge espagnole, parce que je vois dedans, il y a des dessins de Pichard qui est disparu. Ah oui, mais c'est les anciens, les nouveaux. Comme Charlie Mensuel qui reprenait des anciens et des nouveaux. Oui, on retrouve des anciens, des nouveaux, du manga. Alors peu de mangas quand même. Manga, il y en a un. Oui. Il y a. Pas la barbelle. Faut pas exagérer. Il y en a qu'un. Bon, il y a aussi la prestation de la jeune autrice sud-coréenne. Bon, il y a quelques comics et tout, mais bon, voilà. Okay. Mais c'est vrai que ça t'a plu Globalement, oui. Et donc, tu t'es abonné ou pas, non? Moi, j'ai même mon nom qui est là parce que je fais partie. Ah, ok. Ah, génial. La dissection. Oui, parce que ça m'intéresse justement par son côté irrévérencieux, par le côté découverte aussi, ça permet de découvrir, voilà. Après, il y a des choses que je vais aimer, d'autres moins. Mais moi, je le conseille. Oui. Après, on parle irrévérence et puis provocation et tout ça. En ce moment, il y a le procès de Charlie Hebdo qui se déroule avec la 3e tête pensante. C'est intéressant à suivre, juste pour l'anecdote, pour voir ce qu'il dit. Alors, tu vois, dans la série Vite fait magazine, je peux évoquer un truc vite fait comme ça. Mais bien sûr. Ça va être très rapide. Moi, à une époque où j'achetais quelques magazines aussi à côté, j'avais découvert le magazine Eclipse. Alors c'est très très vieux. Hein. Ça date de décembre 99 jusqu'à juillet 2001. J'ai toute la série et ça se partageait entre le manga, le comics et la BD française, hein, qui était franco-belge. Chaque numéro prenait 3 interviews, un auteur de chaque domaine et un dossier thématique sur une de diverses informations. Alors dans les mangas, par exemple, j'ai découvert comme ça vite fait Amano, Katsura, Gonogai. En BD française, Isler, Varanda, Druyet, Mitton. Et en comics, j'avais Frank Shaw, John Williams, Benny Wrightson, j'avais déjà parlé, McFarlane, David Mack. Donc c'était super. Et en même temps, il y avait une qualité d'ouvrage qui était. Tout était en couleur. La maquette était géniale. Et il y a 9 numéros, mais c'est vrai que c'était une découverte absolument géniale. Il n'y a eu que 9 numéros? Il n'y a eu que 9 numéros au total. C'est un collector? C'est super collector. Ouais. Et donc, bien sûr, ça fait partie de toutes les séries qui sont sorties, disparues. Mais, alors j'ai plus le nom, malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas précisé. Mais on peut le retrouver pour pas très très cher. Et franchement, je le conseille sur eBay, sur Le Bon Coin. On peut les retrouver facilement. C'est des super bouquins. Varanda, Miyazaki. Ellipse, donc. Eclipse. Alors, E-K-2-L-I-P-S-E. Voilà. Comme dans Fantastique. Voilà, il y a aussi le magazine Eclipse aux États-Unis, mais à ne pas confondre. Donc ça, c'est vraiment l'image BD dans tous ses états. Bon, voilà, je conseille. Super. Rapide. Pour se remettre de tout ça, on va faire une petite pause musicale. Non, on va faire. Non. On veut chanter, François. On va peut-être passer. On vous a préparé l'histoire des revues dans la bande dessinée ou l'inverse. Alors, on a fait ça en 3 parties, à 3 voix. Alors, pourquoi on vous parle des revues, de magazines et des journaux aujourd'hui? Parce qu'après un bref sondage bifométrique, il apparaît que dans l'inconscient collectif, quand on dit bande dessinée, on pense tout de suite à un album cartonné, un livre bien fabriqué, avec une belle couverture, une belle pagination, etc. Mais il ne faudrait pas oublier que les journaux et les magazines sont pour la bande dessinée un peu comme les grottes préhistoriques pour l'homme. C'est là qu'elles ont commencé à vivre. Alors, on va se permettre un petit flashback introductif. Il y a une jingle. Alors,
rassurez-vous, on ne va pas remonter jusqu'aux grottes de Lascaux en vous disant que les peintures rupestres peuvent être considérées comme la première BD. Non. Atterrissons plutôt dans la deuxième partie du 19e siècle, entre 1850 et 1900, une période cruciale pour le devenir de notre média favori. Et dans les rues de Paris, voilà ce qu'on peut entendre. Demandez l'illustration, le journal universel. Pour la première fois, découvrez les aventures de Monsieur Cryptogramme, la formidable histoire en images de Monsieur Topfer. Ah, c'est le charme des petits poulpeaux parisiens, des vendeurs à la sauvette. Mais bon, enfin bref, à cette époque, ceci dit, les techniques d'impression évoluent fortement. Alors avec 3 effets majeurs qui sont... L'augmentation du nombre de tirages, on passe en 1830 de 3000 exemplaires avec le Charivari à plus de 100 000 exemplaires avec le journal illustré en 1900. La réduction des coûts qui rend la presse plus accessible à toutes les catégories sociales. Et la reproduction des images, les caricatures et autres dessins fleurissent alors dans tous les quotidiens. Oui, mais il y a une chose, vous oubliez. La loi du 29 juillet 1881, qui a été quand même déterminante, si tu veux, dans le dessin de presse. Parce qu'avant, si tu veux, chaque fois qu'il y avait une caricature, c'était un procès. Et là, à partir de 1881, donc les journaux vont commencer à faire des caricatures et se donner à cœur joie, notamment les journaux comme le Charivari, des choses comme ça, qui vont commencer l'assiette au beurre. Enfin bon, ça va être une donne totalement différente. Voilà. Alors, le terme illustré vient... si tu veux, c'était plutôt des suppléments de grands journaux. Et il y avait un supplément dessiné par la jeunesse. Un des plus connus, par exemple, le Petit 20e, dans lequel Hergé a fait Tintin. C'était des suppléments de grands journaux. Très bien. On se passe la balle. Les éditeurs en sont conscients de toute façon, ils remarquent bien l'événement, l'image fait vendre. Alors si la caricature et le dessin de presse sont les premiers à occuper l'espace médiatique, la bande dessinée est vite vue comme un levier pour augmenter les ventes. Et on crée alors les premiers héros. Attention, pas les bodybuildés en slip et collant comme aime David. Ah là là, mais des personnages du quotidien qui vivent souvent des aventures burlesques et qui apportent au lecteur un véritable plaisir de lecture. Et qui se rappelle alors de cette famille un peu particulière dessinée par Christophe ? Alors, tu sais, Léo Caddy, profitons de l'arrêt du train pour casser la croûte. J'ai l'estomac dans les bottes. Mais enfin, Agénor, en voilà une façon de parler, pas devant les filles tout de même. Allez, Bobonne, on est à la campagne, on peut se détendre un peu. Artémis, Cunégonde, venez manger, nous allons pique-niquer. Alors, c'est la famille Fenouillard, il y a un exemple là. C'est sur la liste à lire. Exactement. Alors, toi, tu as ramené un de 1961. L'avantage des dieux. C'est des cadeaux de Dieu. Exactement. Et puis, après la famille Fenouillard, on a vu naître en 1909, on en est là. 1909, tu m'as mis 1905. 1905. La semaine de Suzette, qui a vu naître en 1905 Anaïque Le Bornaise, plus connue sous le nom de Bécassine. La première est peut-être la seule héroïne bretonne. J'ai pas eu le temps de chercher, mais à part les crêpes, je vois pas autre chose. Et d'autres ont suivi tout aussi épatants, dirais-je, et on vous en parle tout à l'heure pour la deuxième partie. Alors restez branchés avec nous sur RCN 90.7. Le son des bulles sur RCN. Maintenant, un autre invité, mais cette fois par téléphone. Avec Quentin Faucompré, par Olivier. Oui, tout à fait. Olivier. Parce que c'est vrai que s'il y a un ovni dans l'univers des revues bande dessinée, c'est bien mon lapin quotidien, le trimestriel de la maison de l'édition L'Association. Un format hors norme, une mise en page à géométrie variable, des articles et des illustrations déroutantes, bref, un magazine qui n'a rien de commun, ou plutôt tout différent, avec ce que l'on voit habituellement dans les librairies. Alors nous avons demandé à Quentin Faucompré, le rédacteur en chef, de nous en parler. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va et vous ? Eh bien ça va bien, impeccable. On est là tous réunis autour de la table dans le studio. On parle de revues, de magazines, etc. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditrices et auditeurs rapidement ce qu'est la maison d'édition L'Association ? Oula, oui, donc c'est une longue histoire. Oh, c'est une maison d'édition qui a été créée il y a à peu près une trentaine d'années, avec 6 fondateurs et qui édite énormément de livres de bande dessinée, y compris Lewis Trondheim, un des fondateurs, Marjane Satrapi, Persepolis, Kiehlhofer, etc. Et cette maison d'édition a toujours eu une revue qui s'appelait Lapin, d'abord pendant 10 ans à peu près,
Il y a eu plusieurs formules pendant même 15-20 ans. Après, il y a eu Mon Lapin, qui était aussi une revue de bande dessinée, moins épaisse. Et est arrivée en 2017 la proposition Mon Lapin quotidien, qui est la suite de Lapin, mais sous la forme d'un journal où il y a de la bande dessinée, mais il y a aussi du texte, de la littérature, des essais politiques, des illustrations. Oui, voilà. Exactement. Alors c'est vrai, hein, comme je le disais tout à l'heure, Mon Lapin quotidien, c'est un journal qui est quand même très atypique. Comment vous pourriez le décrire à celles et ceux qui nous écoutent ? Alors c'est toujours une aventure à décrire. Moi j'ai tendance à dire que c'est un journal qui a autant de lignes éditoriales qu'il a d'invités. Donc chacun propose un univers, des univers qui sont plus ou moins complémentaires, mais tout s'entrechoque dans les pages du journal. Il y a à peu près entre 70 et 80 invités dans chaque numéro. Ça paraît tous les 3 mois, hein. C'est pas non plus ça s'appelle Mon Lapin quotidien, mais ça paraît tous les 3 mois. C'est bien précisé de toute façon sur la page, c'est le seul quotidien qui paraît tous les 3 mois. Exactement. Ah oui. Et après, moi, je sais pas. En fait, c'est impossible. J'ai toujours peur de m'enfermer dans des définitions, mais on peut penser à des aventures post-dadaïstes ou situationnistes, mais ça va piocher aussi ailleurs. Oui, parce que comme vous disiez, si c'est une aventure à construire, à rédiger, c'est aussi une aventure à lire, hein, ce journal. Déjà, par ses dimensions, alors j'ai mesuré ce matin, c'est 58,5 par 41, je crois. Oui, c'est plus grand qu'un journal. Oui, il est très grand. C'est quoi comme format ? C'est un format... En fait, il n'y a plus de journaux qui impriment sur des formats aussi grands, même s'il y a eu, en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a encore une quinzaine d'années, notamment, je pense à des journaux régionaux comme Ouest France, qui étaient assez grand format, mais tout le monde a réduit ses formats de papier, et là, ça permet aussi de proposer sur une seule page énormément d'entrées. C'est ça aussi, ça permet d'accentuer le foisonnement. Et quand on le lit dans le métro, ça fait une belle pub, hein, parce qu'on peut le voir depuis le fond du wagon. Et ça, c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la mise en page, la maquette, hein, elle est aussi extraordinaire, quoi, parce qu'il y en a dans tous les sens. C'est un petit peu comme un labyrinthe quand on lit ce journal, parce qu'on y rentre d'une façon et on essaye d'en sortir, des fois sans vouloir en sortir au final. Qui c'est qui a créé cette maquette-là ? C'est vous ou... Alors la maquette, elle est étroitement réalisée avec un graphiste qui s'appelle Rocco Pilois. Oui. Et en fait, on imagine, autant le fait de rassembler toutes les propositions, ça met, on va dire, un certain temps. Mais la maquette se déroule sur au moins 3 semaines. C'est vraiment un travail d'orfèvre jour après jour. Oui. Et moi, je l'imagine, on travaille vraiment en étroite collaboration, en fait, on est côte à côte, et je l'imagine un peu comme presque comme un travail aussi musical. Enfin, vous parlez de labyrinthe, mais ça pourrait être aussi une sorte de partition de musique, avec des endroits où ça hurle, ou d'autres endroits où ça chuchote, et il y a vraiment ce truc de rythme. Oui, c'est ça. Alors, c'est amusant aussi, parce que c'est aussi construit comme un journal un peu traditionnel, on va dire, parce qu'on y retrouve des rubriques un peu récurrentes comme l'horoscope, des petites annonces, etc. Donc, bien sûr, ouais. On est un petit peu entre les deux, où des fois on arrive à retrouver ses repères, et puis des fois... Oui, il y a des faits divers, par moments il y a des mots croisés. Il y a quelques rubriques, hein. Il y en a très peu, mais il y en a quand même quelques rubriques repères. Moi, je regarde là, j'aime bien parce que j'aime bien le verbe picorer. Et quand j'ai quelque chose d'aussi conséquent, je commence jamais par la première page, je commence par picorer justement une rubrique qui m'attire, après une autre, et puis après je lis un article. Enfin voilà, c'est un peu le labyrinthe, c'est une promenade, mais qui permet, comme quand je lis le Canard enchaîné, quoi. Il y a des rubriques qui attirent, et puis après on a le temps de lire les autres quand on a un peu plus de temps, quand c'est plus conséquent comme texte. Oui, tout à fait. Allez-y, pardon. Non, je vous écoute. Oui, alors, vous parliez tout à l'heure, il y a une 60aine d'autrices et d'auteurs, hein, et en écoutant l'autre fois une petite vidéo, là, une grosse vidéo de Benoît Peters, il expliquait, lui, qu'une revue, c'est une énergie collective. C'est un peu ça aussi, Mon Lapin quotidien.
Oui, bien sûr. Ouais. Après, comme je disais, c'est vraiment des univers très différents par moment aussi de gens qui ne se rencontrent pas forcément ailleurs. Enfin, moi, c'est ça que je trouvais aussi très plaisant. C'est pas des comment dire. Ça se passe pas. Enfin, il y a des comment dire, des univers qui sont retrouvés dans des lieux comme des galeries ou comme dans des maisons d'édition où il y a une sorte de communauté d'esprit. Là, il y a quand même vraiment des gens très 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 différents et des générations très différentes aussi. Oui, tout à fait. Ça va du fils d'Antoine Boute qui a 14 ans à Adèle Feuille-de-Thon qui a 80 ans. Oui, tout à fait. Puis là, on voit, il y a quand même des personnages, des auteurs qu'on a reçus. On a reçu par téléphone aussi François Hérol, il n'y a pas si longtemps que ça, pour parler de Loubapo. Et puis on a Joanne Gerner qui est voisin de Charles, qui habite Nancy aussi. Et voilà. Et puis comment ça se passe là pour réunir tout ça? Parce que est-ce que c'est un appel à volontariat ou est-ce que les auteurs se disent moi sur le thème qui est donné, hop, je vais venir, je vais y aller, j'ai envie de dire quelque chose. Faut réunir toutes ces productions. Comment ça se passe en fait, en vrai, il y a une sorte de noyau dur de 65 personnes, donc ils sont là à chaque numéro, quasi. Et après, je dirais qu'il y a à peu près une quinzaine de personnes ponctuelles. Et ça, c'est des gens que je contacte au fil des numéros. D'accord. En fonction des numéros, en fonction des envies, en fonction des rencontres. Très bien. Alors, on va parler un peu de vous maintenant, Quentin, si vous voulez bien. 2 minutes. En glanant quelques informations sur vous sur le net, il y a des termes qui viennent régulièrement. Dessin, performance, atypique, pluridisciplinaire, créatif, protéiforme. Oui. Est-ce que c'est des mots qui vous représentent ou il y en a encore un peu plus que ça? Ça va au-delà? Eh bien, alors, excusez-moi, je renifle parce que je suis enrhumé. Il y en a quelques-uns dans oui, le studio dessin, aussi. Le dessin, c'est ma base. Oui. Mais après, c'est vrai que je pratique d'autres pratiques, et notamment la performance, et notamment la photographie. Enfin, je fais des affiches, donc je fais différents types d'actions. Mais on va dire que le dessin est ma colonne vertébrale, donc ça peut aller autant vers du dessin qui va s'exprimer par le biais d'expos ou du dessin de presse, par exemple, ou dans des livres. D'accord. Et comment, du coup, vous êtes atterri à la rédaction de Mon Lapin Quotidien? Là, je dirais que c'est en sympathie avec Kilofer, qui est un des fondateurs de l'association, avec qui j'ai co-dirigé en fait le journal pendant un temps, je dirais pendant 2 ans. Et lui, il l'avait co-dirigé auparavant avec Jean-Yves Dioux. Et à un moment donné, Kilofer est parti, et du coup, je me suis retrouvé à diriger le journal seul. Voilà. Très bien. Écoutez, Quentin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour toutes les infos, merci tout plein. Oui, merci d'avoir accepté cette petite interview. Alors, soignez-vous bien surtout. En librairie. Oui. Alors, Mon Lapin Quotidien, on le trouve en librairie principalement. Très bonne question, David. Et j'ai vu sur votre page Facebook, vous aviez fait une liste des endroits où on peut. Les librairies, oui, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Oui, voilà, dans les librairies. Et je crois qu'on le trouve à la Parenthèse. Oui, à la Parenthèse. Et puis à la librairie L'Autre Rive aussi. C'est ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup encore, Quentin. Et je crois que ça a passionné un petit peu ce journal atypique, a vraiment étonné un petit peu tout le monde. Il est passé de main en main. Côté bac à sable, très intéressant, avec tous les artistes qu'on découvre, très sympa. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et bonjour à tous les membres de l'association. Oui. Merci à vous, bon après-midi. Merci. Au revoir. Le son des bulles sur RCN. Alors, où en est-on dans ce déroulé? On va repasser la deuxième partie, si tu veux bien, Françoise, de l'histoire des revues. Alors, on est un peu foutraque aujourd'hui. Alors, on va reprendre le fil de l'histoire des relations entre la BD et la presse, et nous étions quittés avec Bécassine. Voilà. En 1908 sort alors le premier numéro de L'Épatant. Et dans celui-ci, on va retrouver des personnages un peu voyous et assez drôles, les pieds nickelés. Pour les fric-frac, pour les mic-mac, on est tête
nous connaît les pieds nickelés. Voilà, alors Croquignol, Filochard, Riboudin, les trois pieds nickelés créés par Louis Forton, qui vont véritablement percer la première page de l'hebdomadaire. Charles, n'oublions pas... L'Épatant aussi, qui aura une grande histoire avec les pieds nickelés, qui vont être repris aussi par des dessinateurs prestigieux. Pellos, qui était un dessinateur sportif, notamment. Il s'est encore tiré. Alors, j'ai retrouvé quand même les pieds nickelés, l'Épatant. Mais, en fait, c'est pas vraiment de la bande dessinée à l'époque. À mon avis, il y a des cas, mais c'est des illustrations. En fait, les bandes dessinées, comme on connaît avec des bulles et tout, ça va être surtout aux États-Unis et en France. Ça va arriver qu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que il y a Zigépus un peu, c'est déjà, on commence à faire ça ressemble à des bandes dessinées, mais c'est surtout du texte, et puis il y a quelquefois des bulles. Alors même dans les pieds nickelés, quelquefois, on voit des bulles qui apparaissent, tu vas le payer, attention à toi, mais c'est pas... pour comprendre l'histoire, il faut lire le texte. Oui, c'est ça. Le texte qui est en dessous. Le texte est en dessous. Un peu comme dans les images d'Épinal. C'est le principe. Et même tous les journaux qu'il va y avoir entre les deux guerres. Par exemple, j'ai ressorti dans le grenier, j'ai retrouvé une collection d'un journal qui s'appelait Pierrot. En fait, il n'y a pas de bande dessinée, c'est toujours il y a beaucoup de textes, il y a toujours une fiche bricolage. Et puis après, il y a quelques dessins, c'est tout, mais c'était plutôt des revues illustrées, mais c'est pas vraiment de la bande dessinée. Mais ça fait une histoire illustrée, moi je trouvais, c'était ça. L'essor proprement dit de la bande dessinée, ça va dire après la Deuxième Guerre, notamment avec le journal Tintin, où là on va vraiment avoir la bande dessinée comme on connaît actuellement. Avec Black et Mortimer, Alix, etc. Alors justement... Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les journaux, à l'époque, il y en avait des tas. Il y avait donc Spirou, Tintin, et donc c'était ceux-là qu'on pouvait échanger pareil. Mais il y avait, j'ai déjà parlé des collections Artima. Alors là, c'était aussi l'objet d'échanges des cours de récréation. Là, c'est comme ça que j'ai découvert Blake le Rock après une série de bagarres avec des copains parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Donc, il fallait qu'on trouve à peu près une monnaie d'échange, quelquefois avec des billes pour faire la pointe, des billes couleurs. C'était quand même des grosses négociations. Et il y avait aussi donc cette presse qu'on pouvait acheter, mais surtout, il y avait aussi une presse militante. Alors, il y avait Cœur Vaillant, Âme Vaillante, à la sortie des églises. Voilà. C'est ça. Et à la sortie de l'usine, Vaillant, qui était un supplément de l'Humanité. Et il y avait aussi alors j'ai pu retrouver le nom, mais des revues qui étaient proposées à l'école par l'Éducation nationale. Il y avait oui, d'accord, oui. Oui. Alors il y avait un nombre considérable de revues. Alors j'en ai retrouvé quand même qui étaient... Alors, évidemment, je trouve mes fiches, mais il y en a une qui est terrible, si vous arrivez à retrouver. C'était une série qui s'appelait les Heroic Albums. Et Heroic Album, c'était donc de la BD belge, mais dans lequel on va retrouver des signatures comme Tilleux, Greg, Albert Weinberg, celui qui faisait Dan Cooper, Maurice Tillot, Tibet. Enfin bon, vraiment, c'était vraiment de la grande classe. Alors, qui était moins prisé, je ne sais pas pourquoi, le journal de Mickey, qui était, ça existe toujours, mais c'était aussi un hebdomadaire, mais qui ne s'adressait pas forcément aux garçons, enfin c'était plutôt aux petits, genre Fripoun et Marisette. Alors j'ai noté aussi, des journaux qui étaient moins connus, mais bien diffusés, l'Intrépide qui a eu... qui était sorti déjà avant-guerre, mais qui est ressorti après-guerre entre 1948 et 1959, toute série d'intrépides, et après qui s'est appelé l'Intrépide Hura. Donc il y avait alors l'intérêt de ces journaux-là, c'était uniquement dessiné par des dessinateurs français. C'est-à-dire que c'était un truc de l'époque, c'était vraiment important. Est-ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai retrouvé dans un album de Cœur Vaillant des bandes dessinées qui étaient aussi publiées dans l'Intrépide. C'était D'accord, le petit doublon qui permettait aux auteurs il n'y avait pas Internet, ils ne savaient pas du coup à l'époque, ils ne communiquaient pas.
Voilà, alors donc, il y a tout un large éventail de journaux qui vont s'éteindre dans les années 60. Je pense qu'à partir de 68, un peu, tout ça va s'écrouler. Et le seul qui va rester, c'est Pilote. Alors ça, c'est une autre histoire, donc on en parlera peut-être plus longuement une autre fois, parce que c'est aussi tout un monument dans la BD. Et après, on va arriver dans les années 70-80 à la diffusion des albums comme on connaît actuellement. Quoi. Oui, parce que le temps passe. Le temps passe. Oui, le temps passe. On va faire un bond dans notre chronologie, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est vrai que ça serait intéressant de refaire une deuxième émission, parce que c'est riche et puis c'est important pour la bande dessinée. Tu peux même faire une émission sur un journal. Parce que oui, carrément, oui. Ah oui, parce que... Alors, du coup... Hop, on fait un petit bond dans le temps entre les Pieds nickelés et 1938, où Charles Dupuis, entre-temps il y a eu Tintin bien sûr, et Charles Dupuis, un éditeur belge, qui demande à Rob Vell, un de ses dessinateurs, de lui trouver un personnage charismatique, et en quelques coups de crayon, comme ça, il esquisse un petit blondinet vêtu d'un habit rouge de groom, et accompagné d'un écureuil, et le journal Spirou est lancé. Alors, à la différence de Tintin, Spirou n'appartient pas à un auteur. Mais ces aventures commenceront avec le crayon de Rob Vell, comme l'a dit Olivier, et puis de J.G., puis de Franquin, et bien d'autres. Et c'est une des raisons pour laquelle le journal existe encore aujourd'hui, et qui fait le bonheur des jeunes lecteurs. Et oui. Alors, le principe du périodique, c'est simple. Au final, on propose au lecteur des histoires dessinées ou pas, qui se continuent d'un magazine à l'autre. C'est le principe des séries qui va créer une certaine impatience pour le prochain numéro. Donc, on va continuer notre folle histoire ou pas tout à l'heure. On verra si on a le temps, avec d'autres albums qui vont marquer les générations. Et là, c'est la rubrique de Francine. Alors Francine, un peu d'actualité. Un peu d'actualité, on va commencer par les dédicaces. Alors le vendredi 4 octobre, à la parenthèse, la librairie accueillera 2 auteurs, Félix Ménet pour L'Alpage disparu, le tome 4 de la série Un polar savoyard de Fanfouet, et Jérôme Palipou pour Tuer la grande Zora. Le vendredi 18, ce sera au tour d'Olivier Schwartz pour La mémoire du futur, le 57e tome des aventures de Spirou, justement, et Fantasio, qui sortira le jour même chez Dupuis. Le samedi 19 octobre, Cyril Bonin dédicacera La poursuite du bonheur, adaptation chez Phileas du roman éponyme de Douglas Kennedy, disponible dès aujourd'hui en librairie. À noter que pour accéder à ces séances de dédicaces qui ont lieu de 15h à 19h, il faut réserver un créneau de 30 minutes directement au magasin, par téléphone ou par mail, et avoir acheté bien sûr les nouveautés des auteurs à la librairie. Enfin, pour terminer avec les dédicaces, le mardi 29 octobre, à partir de 16h, ce sera au tour de Riyad Satouf, qui après l'Arabe du futur entame une nouvelle saga, Moi, Fodi, le frère volé, qui comme son titre l'indique, nous raconte l'histoire de son frère. Contrairement aux autres dédicaces, il n'y aura pas besoin de s'inscrire. Alors ça, c'était séance dédicace à la parenthèse. Maintenant, concernant les albums, les nouveautés alors, il y a une pléthore d'albums, il a fallu faire un choix. C'était cornélien, donc j'en ai sélectionné 4 pour ce mois-ci. Donc, il y a d'abord Ginseng Roots. Et tu as 2 minutes 30. Comment ? Et tu as 2 minutes 30. Et j'ai 2 minutes. Alors, je vais abréger. De Greg Thompson, qui est paru le 4 septembre chez Casterman, 27 €, 448 pages. Pour 3 € de plus, la version collecteur Canal BD, relief jaquette et 8 pages supplémentaires d'esquisses graphiques et de photos. Alors, un livre sur les racines et la culture dans tous les sens du terme. Enfant au début des années 1980, Craig, son frère Phil et sa sœur Sarah ont travaillé toutes leurs vacances dans les champs de ginseng du Wisconsin afin d'aider leurs parents à joindre les deux bouts, mais aussi et surtout, pour le jeune Craig, gagner quelques dollars pour acheter des comics, bien sûr. Le salaire, $1, pile poil le prix d'un comics. Alors, 20 ans après Blankets, Greg Thompson renoue donc avec la biographie familiale en s'interrogeant sur son éducation, sa culpabilité de classe, son syndrome de l'imposteur. Mais Ginseng Roots n'est pas qu'une autobiographie, c'est également un documentaire nourri de nombreux témoignages sur la culture du ginseng qui nous embarque du Wisconsin à la Corée, en passant par le Laos et la Chine, nous questionnant sur l'agriculture intensive, l'économie mondiale et la médecine douce. Eh bien, un beau pavé. Ensuite, Un enfer pour un autre, le tome 3 de Slava, de Pierre-Henri Gaumont, qui est paru le 6 septembre, donc 22,50 €, 112 pages. Année 1990, l'Union soviétique s'est effondrée. La Russie, passant du collectivisme à l'individualisme ultracapitaliste, est en pleine mutation. Slava est une saga en 3 tomes, ressent le portrait d'un pays déboussolé. À travers la destinée
tragicomique de deux pieds nickelés emportés dans la tourmente de l'histoire, Dmitri Lavrine, un trafiquant sans scrupules pour qui tout s'achète et tout se vend, et Slava Segalov, un ancien étudiant en art qui a dû renoncer à ses rêves de culture. Notre duo va devenir quatuor quand ils rencontreront Nina et son père Volodya. Un final en apothéose pour ce Far West à la sauce slave à travers la destinée dont de ces 4 personnages attachants qui n'aspirent qu'à continuer à vivre, à être ensemble, à s'aimer, dans un pays où règne la corruption, la soif de toujours plus, la trahison et la manipulation. Alors je vous conseille toute la saga. Il y en a 3, c'est ça, hein? Il y en a 3, voilà. Mais le dernier est vraiment... Là, je crois qu'il nous reste 1 minute. Il nous reste Alors, on en a déjà parlé, donc je vais simplement le citer. Le Sceau, souvenir d'une guerre dessinée de Konrad Kinel, paru le 20 septembre aux éditions Seuil. Alors, superbe témoignage de Konrad, qui avait 6 ans. Quand au moment de la guerre, et ses parents étant pro-nazis, voilà. Donc c'est vraiment poignant et à ne pas rater. Et enfin, alors ça c'est mon gros coup de cœur, certainement mon coup de cœur de l'année aussi, 2 Chinus de Luz, paru avant-hier chez Albin Michel, donc 24,90 €, 192 pages. Alors au début, une page blanche, le sujet du livre n'existe pas encore, nous sommes en 1919 dans une forêt près de Berlin. Le peintre Otto Müller s'applique, touche par touche, à réaliser le tableau 2 Chinus avec pour modèle son épouse. L'image se forme, devenant peu à peu un rectangle régulier, une case de BD. Car ce nouvel album de Luz nous plonge dans une expérience de lecture unique. Raconté du point de vue de l'œuvre éponyme, nous ne voyons pas le tableau en question, nous voyons simplement ce qu'il voit. Alors de l'atelier de l'artiste au mur du bureau de son premier propriétaire, le tableau observe le quotidien avant d'être emporté par le souffle de l'histoire. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'antisémitisme d'État, l'art moderne qualifié de dégénéré par les nazis, la spoliation des familles juives, les expositions, les ventes, les bûchers, etc. Ce livre nous fait partager non seulement l'histoire de ce tableau, mais aussi l'histoire des personnes qui l'ont croisé, ainsi que les émotions qu'il a suscitées en eux. Ce tableau est un survivant comme moi. Nous sommes tous une sorte de tableau, mais restons une page blanche qui noircisse les aléas de la vie. Luz définit ce tableau, et à travers cette réflexion sur l'art, face au péril idéologique, Luz se confronte au passé pour questionner le présent. Sommes-nous tous des acteurs passifs de l'histoire, comme un tableau accroché au mur? Merci Francine. Merci, voilà, nous bravo. Maintenant plus intelligent et plus cultivé. Dis donc, t'es en apnée, hein. Ça va? Respire. Quel exploit, quel exploit, Francine. Oui, ça je sais pas. Va falloir l'écouter au ralenti pour moi. Voilà. Donc plus intelligent et plus cultivé aujourd'hui. Merci Morad de ta présence. Merci à vous pour l'accueil. Voilà, merci à tout le monde. Merci à vous toutes. La troisième partie de l'histoire de la BD, ultérieurement, ou alors sur la page Facebook. Oui, bien sûr, on trouvera une façon. Sur YouTube, on trouvera une autre façon de vous faire savoir toute cette grande Merci histoire. Jean-Luc. Merci à Jean-Luc et à bientôt. Et puis on se retrouve le mois prochain. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org